Bonjour, Bonjour. bienvenue pour le colloque Société et savoir, quelle place pour la fabrique des communs. Voilà, pour ceux qui nous rejoignent. Donc, nous allons reprendre la suite de notre colloque. Cet après-midi, deux tables rondes auront lieu, les communs dans la cité et la santé comme commun. Je rappelle que le public peut poser des questions aux intervenants via le chat de YouTube. Elles seront relayées en dernière partie de chaque table ronde. Voilà, donc sans plus tarder, je vais donner la parole à Frédéric Gilly pour la première table ronde. Frédéric Gilly est chercheur associé au Centre d'études européennes de sciences politiques, directeur associé de l'agence Grand Public et membre du conseil scientifique de la MSH Paris Nord et président de séance de cette première table ronde. C'est à vous. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, cette première table ronde qui va nous rassembler de 14 heures à 15h30 sur les communs dans la cité. Je voulais, pour commencer, partager avec vous une anecdote que j'ai eu l'occasion de vivre il y a 2 ans. Je travaillais à ce moment-là à une démarche citoyenne avec la ville de Malakoff. C'était en 2017. Jacqueline Bellhomme, la nouvelle maire qui venait d'arriver en cours de mandat, avait lancé une grande démarche d'écoute avec les habitants de la ville pour réfléchir avec eux à l'avenir de cette ville et aux enjeux que les citoyens trouvaient et considéraient comme décisifs pour construire ensemble cet avenir. C'est une ville de un peu moins de 30 000 habitants, il y avait 27 000 habitants à l'époque. Il y a eu plus de 2500 participants aux rencontres, aux réunions, aux espaces de débat, donc c'est quasiment 10% de la population, et des réunions dans lesquelles se sont invités des habitants habituellement complètement invisibles dans l'espace démocratique, des mères de famille, des jeunes, des chefs d'entreprise, parce que les invisibles de la démocratie sont quand même de nature très diverse. Et leur présence dans l'espace public démocratique avait amené des sujets et des façons de penser la cité qui n'ont habituellement précisément pas le droit de citer. Là où les sondages d'opinion invitent la propreté, la sécurité en tête de file, les habitants, quand ils discutaient ensemble, parce que le fait d'être ensemble réunis changeait la façon que chacun avait de s'exprimer, réunis ensemble, ils nous parlaient de l'avenir de la jeunesse, de leur inquiétude de voir la ville coupée en deux, et de la question de leur souveraineté, de leur accès au pouvoir en tant que citoyens. Et ils ont été relativement bien entendus par la ville, qui s'est engagée à la transformation des politiques, de leur sens, à les coproduire avec eux, au point que, à la fin de cette démarche, le journal Le Parisien, titrait « À Malakoff, la maire partage le pouvoir avec les habitants ». Et si je parle de ce moment très ponctuel, c'est aussi pour mentionner la suite de ce petit bandeau de une du Parisien. Confronté à ce titre, une partie des élus s'est insurgée. On dit, mais comment ça, le pouvoir, il se partage pas? Le pouvoir, il se gagne, le pouvoir, c'est de la confrontation. Et ça a ouvert un débat particulièrement intéressant au sein de la majorité municipale sur le rapport entre institutions, démocratie, pouvoir et le rôle respectif des citoyens et des élus, avec le constat, au final, que les réflexes et les modes de rapport classiques au pouvoir et à la décision, à l'aune desquels l'action politique et les institutions avaient été organisées pendant les dernières décennies, étaient sans doute profondément datés. Les citoyens sont parfois des usagers des services publics, parfois ils peuvent être des coproducteurs très utiles de ces services publics. Les citoyens sont parfois des électeurs, mais parfois ils peuvent être des coproducteurs très pertinents de la décision politique elle-même. C'est d'ailleurs, à l'échelle nationale, ce qui a révélé en grande partie la crise des Gilets jaunes, l'intrication entre des pratiques territoriales et des enjeux démocratiques, le caractère entremêlé des questions les plus quotidiennes et des enjeux les plus politiques. Et à l'heure où certains se demandent avec Bruno Latour où atterrir et cherchent à définir les coordonnées polaires de ce point d'atterrissage, ce où, d'autres considèrent que la question n'est pas tellement celle du lieu, mais celle du chemin, du lien qui rend possible cet atterrissage. La question n'est sans doute pas une question de description pertinente des usages et des pratiques pour arriver à une meilleure compréhension
du monde contemporain, même si sans doute les appareils technocratiques auraient besoin de plus écouter ces descriptions. La question, c'est celle de son appropriation, de la réappropriation par les habitants et les citoyens, par les acteurs dans toute leur diversité. C'est donc une question politique qui renvoie à la fois à la façon dont du commun se crée dans les territoires et à comment la cité est un espace de définition et de constitution de ces collectifs d'action et de pensée. Ces questions-là, elles se posent parce que nous sommes nous-mêmes en crise. On ne serait pas dans la crise profonde dans laquelle nous sommes depuis, on va dire, une trentaine d'années à peu près, hein, crise qui renvoie à la modification des régimes d'organisation des entreprises, de gouvernance des grandes institutions politiques, de la façon dont les enjeux d'anthropocène se posent et notre rapport à la nature, la façon dont Internet, le numérique questionne notre capacité individuelle à s'adresser à des collectifs, tout ça crée une situation de crise. Mais en fait, elle ouvre aussi énormément de perspectives de coaction, d'action, tous les mouvements autour des makers, etc., qui se développent, tous les mouvements des colibris, toutes les réorganisations qu'on a vues apparaître au printemps dans les collectifs, les printemps démocratiques qui sont nés à Marseille, à Corbeil et dans d'autres villes, et qui ont gagné des mairies dans certains cas. Donc toute cette question-là, elle repose la question de comment se créent les collectifs et qu'est-ce qu'ils apportent, notamment quand ils se frottent à l'institution. On voit les difficultés aujourd'hui du printemps marseillais à Marseille, mais là on est dans le cœur de l'institution. Les questions du frottement entre les collectifs partageant des enjeux communs ou partageant du commun, je pense que ça va être un des enjeux de la discussion qui va suivre, qui a déjà été en discussion ce matin sur qu'est-ce que c'est que ces communs, et comment est-ce qu'ils apportent à la transformation des institutions et des capacités d'action. Je dirais que la crise qu'on vit en ce moment, plus particulièrement la crise sanitaire, elle donne une occasion de plus de réinvention, car elle ouvre des espaces pour re-questionner toutes les institutions et voir comment est-ce que, soumises à une situation de crise, les écarts qui se créent entre la façon dont les citoyens réagissent individuellement ou collectivement et les espaces d'action dont ils se saisissent derrière, comment est-ce qu'ils sont intégrés ou pas, comment ils questionnent ou pas les institutions, comment les institutions se les réapproprient ou les mettent à distance. On a actuellement une situation absolument exceptionnelle pour observer tout ça. Et un des enjeux de cette table ronde, ça va être de discuter de ça. Le premier intervenant, ça va être Yankel Fichalkov, qui est donc professeur à l'École nationale supérieure d'architecture Paris-Val-de-Seine, sociologue, urbaniste, qui va nous partager avec nous le résultat d'une étude qui a été menée dans les derniers mois sur la façon dont les habitants ont choisi leur stratégie, adapter leur stratégie de localisation, on va dire, à l'occasion du premier confinement. Où est-ce qu'ils ont passé le premier confinement? Avec qui? Comment? Ça nous permet de mettre le doigt sur ce qui se passe dans ces moments de crise, comment souffrent des espaces de possible, parce qu'en fait, il va nous le dire de manière plus détaillée, mais on voit que les habitants, les gens réagissent de manière parfois inattendue ou décalée aux injonctions institutionnelles, et ces décalages-là produisent des arrangements, des pratiques territoriales qui ouvrent des espaces de possible. Le deuxième intervenant, ça sera Matei Gorgiou, qui est maître de conférence à Caen, qui est formateur de cadres infirmiers et qui est également coordinateur scientifique du réseau des Fab Labs, et qui a suivi et participé à cette expérience dont beaucoup d'entre vous ont sans doute entendu parler, de confrontation et apport des makers à la PHP au moment de la crise, du cœur de la crise dans le premier confinement, où les makers ont produit en urgence des matériels requis pour permettre de faire face à l'explosion des besoins spécifiques liés au Covid et à sa traduction dans les services de réa ou dans les hôpitaux franciliens. Ce qui est intéressant dans cette histoire-là, notamment, il pourra sans doute dire plein d'autres trucs intéressants, mais ce sur quoi il va se concentrer, c'est l'interaction entre ces collectifs plus ou moins organisés et une institution très normalisée, très normée, avec des ouvertures
permise par ces conditions d'émergence qui autorisent l'apparition d'espaces d'action communs. Et dernière intervenante, ce sera Ana Sofia Alvarado, donc qui est doctorante à Paris 13 et qui va nous parler, elle va nous permettre de sortir un tout petit peu de l'urgence de la crise sanitaire en nous emmenant à Naples, où elle va partager avec nous ses observations et son analyse sur comment est-ce qu'une institution, enfin une initiative, née aux marges de l'institution contre elle-même, puisque c'est l'occupation d'une friche contre l'institution officielle, on va dire, finit par bousculer suffisamment l'institution, et comment est-ce que, du fait de l'inscription dans une dynamique d'appropriation citoyenne, elle oblige l'institution à s'interroger, voire se réapproprier elle-même une partie de ces dynamiques-là. Donc vous allez avoir chacun 15 minutes, et après il y aura un temps d'échange évidemment, et je suis sûr même que ça va être des débats très intéressants. Alors, Yankel Fijalkov, c'est à toi. Merci Frédéric, merci pour cette introduction qui fait une synthèse déjà de nos interventions. Alors ma communication, je l'ai intitulée Confinement et espace public, retrait du commun, et elle va se dérouler en 2 temps, un temps plutôt théorique et ensuite quelques résultats d'enquête. Parce qu'en fait, mon objectif, c'est de questionner à la lumière du mot d'ordre « restez chez vous », les conséquences de la politique de l'espacement qui s'esquisse aujourd'hui à l'occasion de la pandémie, mais aussi de manière plus profonde dans les sociétés occidentales. Alors pourquoi l'espacement et quel lien avec le commun ? L'espacement est une politique qui concerne l'espace public, c'est-à-dire la rue, le square, le hall de gare, etc. À voir par exemple ce que disait Isaac Joseph sur l'espace public comme lieu de rencontre où le public peut se constituer indépendamment du statut juridique de propriété. C'est l'espace de l'attention, de l'hésitation, de la délibération. Or, la réduction de l'espace public juridique opérée par le confinement entraîne-t-elle aussi un retrait du commun ? Je me réfère à la définition classique du commun dans un premier temps, c'est-à-dire des ressources partagées, gérées, maintenues collectivement par une collectivité avec des règles pour préserver et pérenniser ces ressources, un faisceau de droits pour les utiliser. Mais je propose de considérer d'une manière un peu différente que l'espace urbain constitue cette ressource commune, au moins dans un premier temps théorique, qui, en dehors de la propriété publique et de la propriété privée, offre la possibilité de régler ses distances et sa proximité avec chacun des êtres humains et non humains. Or, la politique de l'espacement est macro- et micro-politique, et elle nous introduit dans la sociologie de l'espace, refondée par exemple par Martina Loh. Donc, je voudrais mettre l'accent en fait sur l'idée que l'urbanisation comme ressource liée à la proximité des activités et des êtres humains est un enjeu et donc est un enjeu qui représente une nécessité de réglage de la distance sociale, ce qui avait été déjà relevé bien avant dans la sociologie urbaine par les sociologues de l'école de Chicago des années 20, etc., qui distinguaient très bien l'aire naturelle, le regroupement factuel d'individus pour des commodités spécifiques, et la communauté, c'est-à-dire l'aire morale. Et donc la question auquel nous sommes confrontés, de savoir ce qui transforme cette aire naturelle en aire morale. Or, aujourd'hui, John Ury, par exemple, nous avait montré que les réseaux sociaux de notre monde postmoderne ont opéré un renversement total de la notion de proximité. En diminuant les distances, ils rapprochent les individus qui, par crainte d'homogénéisation, développent une recherche identitaire. Ce ne sont pas des communs pour autant, mais on assiste à la constitution de solides régions morales déconnectées des solidarités et des territoires réels. Donc aujourd'hui, le marché amplifié par la 5G, par exemple, propose d'abolir ces distances par une série de procédures automatiques réglées et qui se trouvent aussi régulées par la politique de l'espacement. Et à ce titre, le surgissement de la pandémie redonne à la proximité spatiale une nouvelle acuité. La hantise de la contagion, qu'on connaît bien dans l'histoire de la santé, conduit chacun
à redouter la coprésence de l'autre, les objets, les espaces qu'il aura fréquentés, etc., donc éventuellement souillés, on connaît tout ça par cœur, mais dans ce retour à la réalité, la question centrale n'est plus l'accès, mais la possibilité de sortir et de s'enfuir. Alors que les plus pauvres continuent d'affluer vers les villes, etc., les mieux dotés sont-ils ceux qui vont avoir la capacité de s'échapper de la proximité géographique et de continuer à vivre dans le virtuel? Et donc, il faut interroger ces macro- et micro-politiques de la distanciation qui s'instaurent à l'occasion de la crise sanitaire. Et ce à quoi on a assisté dans le premier confinement, c'est à la possibilité, surtout le déconfinement ensuite, de chacun et de chacune à gérer ses proximités avec cette santé publique à la carte qui est fondée sur le traçage et la limitation des mobilités individuelles. Et les pouvoirs publics font reposer la responsabilité sur les personnes plutôt que sur le déficit d'équipement, on le sait bien. Chacun devient donc responsable et acteur de sa propre sécurité, de sa santé, de ce qui l'entoure. Et il faut bien distinguer cette responsabilisation d'une culpabilisation qui est le propre des épidémies modernes. Voilà, je ne reviens pas là-dessus. Donc, pour revenir à cette politique de distanciation comme modalité de gestion du bien commun qu'est l'espace, une bonne illustration m'a semblé être la comparaison entre ceux qui se sont distanciés lors du premier confinement de mars 2020 et ceux qui sont restés chez eux. Dans ce qui suit, je présente très rapidement les résultats d'une enquête par questionnaire qu'on a menée donc à l'époque du confinement pendant 2 mois au Centre de recherche sur l'habitat et qui voulait cerner la manière dont les ménages confinés adaptaient leur quotidien et leur usage du logement. C'était un questionnaire de 70 questions, une plateforme ad hoc, un questionnaire majoritairement fermé et donc on a eu 3792 réponses exactement, mais je vais redétailler ça plus précisément. Alors, ces personnes qui se sont déplacées ont mauvaise presse généralement, elles sont parties de chez elles, on les a qualifiées de déserteurs, de nantis, etc., et de représentants des beaux quartiers de Paris. C'est pas faux, mais cette population représente 17% de notre échantillon d'enquête, mais seulement 12% une fois qu'on a enlevé la population étudiante. 3792, je vous disais, parce qu'en fait, c'est la population active de notre échantillon. J'ai extrait les jeunes et les étudiants pour voir un petit peu ce portrait qui se dégage plus précisément, un portrait de couche moyenne élevée, puisque comme vous le savez, par Internet, c'est quand même ce milieu-là qu'on touche. Alors la différence entre les déplacés et les stables, c'est comme ça un petit peu que je les appelle, tient à plusieurs caractéristiques. Une moyenne d'âge moins élevée, 37 ans, 44 ans de notre côté. Ceux qui n'ont pas changé de logement à l'occasion du confinement comportent plus souvent des enfants, avec couple ou personne seule. Donc, c'est des personnes un petit peu plus stables, ce qui paraît logique car il a été très difficile certainement de se déplacer quand on avait des enfants et qu'il fallait choisir son lieu de confinement en quelques jours. De plus, mais ça c'est très intéressant, les déplacés, ceux qui se sont déplacés, donc qui sont allés sur un autre lieu, montrent une grande diversité de situations d'hébergement. Ils habitent chez leurs parents, chez des amis, donc ils sont effectivement moins stables aussi résidentiellement déjà initialement. Les déplacés, ils ont aussi mobilisé une grande quantité de réseaux familiaux et amicaux et ils ont pu développer, c'est ça qui m'a semblé très intéressant, des petites communautés cohabitantes avec des amis ou de la famille, par exemple, plus éloignés. Et finalement, paradoxalement, le mot d'ordre de distanciation a abouti à des rapprochements affinitaires. Il a conduit les personnes enquêtées, à qui nous demandions, par exemple, leur situation résidentielle, à nous répondre avec qui ils habitaient plutôt que où. C'est un point remarquable et qui pourrait être une espèce de formation d'air moral. Il est remarquable également qu'ils se sont plutôt déplacés vers les petites villes, à l'écart de la capitale et des métropoles régionales, et qu'ils aient opté plus souvent vers la maison individuelle que vers l'appartement collectif. Et de même, donc, ils se retrouvent 4 fois plus souvent en occupation collective de grandes maisons, telles des espèces de communautés expérimentales.
Et alors, ils ont amélioré leur qualité de vie, ça, en termes d'espace, je passe très vite. Donc, ce sont des populations plus jeunes, avec des statuts d'occupation plus fragiles qui se sont déplacés. L'enquête montre donc que chacun a bricolé un petit peu sa vie et ajusté ses distances. Ceux qui ne sont pas déplacés par opposition ont un statut résidentiel beaucoup plus stable, ils sont plus souvent propriétaires, ils ont plus souvent pratiqué un isolement strict. Donc, vous voyez que leur espace public a été beaucoup plus limité, des limitations de sortie, par exemple. Les déplacés, par contre, ont mobilisé des réseaux sociaux pour quitter les grandes villes, ce que n'ont pas pu faire les personnes stables. Voilà. Et donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les personnes qui ne sont pas déplacées ont une sociabilité de voisinage plus développée que ceux qui se sont déplacés. Ça, c'est peut-être aussi à réfléchir. Alors, dans notre enquête, pour finir, les villages donc de moins de 15 000 habitants sont représentés par un bon tiers de notre échantillon d'actifs, excluant la population étudiante. La sociabilité de voisinage semble plus intense selon la déclaration des personnes interrogées, on n'est pas obligé de les croire. Seulement un quart, par exemple, n'ont aucune relation avec leurs voisins, contre 36% de l'effectif national. Et donc, on peut se demander si finalement l'attrait pour les petites villes ne constitue pas pour elles une ère morale plus propice dans une période de doute où le retour au territoire familial et de confiance, il y a une question de confiance, s'est imposé à beaucoup. Néanmoins, il faudrait voir plus précisément dans l'enquête si ça se transforme, par exemple, en capital social. Voilà. Autre élément et dernier élément que je voudrais rajouter sur l'analyse de cette enquête, c'est que l'analyse des contenus des raisons de déplacement montre que la notion de nature, parce qu'on avait fait l'hypothèse que il pourrait effectivement être attiré par la nature et l'écologie, n'est jamais citée seule dans les réponses. Les déplacés ont très souvent associé le motif écologique, se remettre au vert, avoir plus d'espace, etc., avec l'idée de retrouver des micro-sociabilités familiales ou amicales. J'en viens à ma conclusion, j'espère que je suis dans les temps. Le champ politique de la distanciation s'ouvre, me semble-t-il, avec ce genre de considération, avec le soutien des techniques informatiques. Lorsque l'espace public diminue à l'occasion de la pandémie, les formes du commun semblent s'accroître et ça sous l'effet effectivement des injonctions politiques. Cependant, cela semble se développer dans un cadre où chacun négocie ses distances en faisant jouer sa capacité à se distancier grâce à ses ressources culturelles, économiques et sociales. Voilà. Donc, voilà un petit peu cet enjeu. Donc, en fait, la question à partir de ces politiques de distanciation est de savoir comment finalement ces politiques de distanciation permettent de dépasser l'idée de ville pour rejoindre l'idée de cité et l'idée de commun. On voit un peu comment, me semble-t-il, on a un effet non voulu des politiques qui sont ces constitutions de micro-sociabilité habitantes. Merci. Merci beaucoup. Mattei Gorgiou ? C'est moi. Eh bien, c'est parti. Eh ben, c'est parti. Merci beaucoup. Merci aussi pour cette introduction, pour cette première communication, pour l'introduction évidemment et la première communication. C'était passionnant et ça m'inspire plusieurs questions dont on débattra après. Je remercie évidemment les organisateurs
pour leur invitation, pour l'énorme travail d'organisation. Et je dois dire en guise de préliminaire que tout ce que je vais raconter, je suis énormément redevable donc dans les travaux présentés ici au Conseil scientifique dans son intégralité du réseau français des Fab Labs avec qui on fait ces opérations de recherche. Donc ces 4 personnes que je vais citer: Constance Garnier, Flavie Genacio, et Jeanne Manetti et moi-même donc. Évidemment, tout ce que je vais dire comme bêtise, j'en prends l'entière responsabilité. Donc, je vais vous présenter un petit peu un travail au long cours qu'on fait ensemble sur l'analyse de l'émergence du mouvement des makers, de leur action, de leur mobilisation et de leur coordination, et évidemment de leur rapport aux institutions, et en mettant la focale, alors non pas sur les interactions avec l'AP-HP, mais les interactions plus généralement avec les institutions garantes de la santé et de la sécurité, donc les ARS, le ministère de la Santé, et ainsi de suite, et de la manière dont ces makers se sont mobilisés, en particulier pendant la crise. Alors, tout ça pose d'énormes problèmes de méthode parce que makers, alors je vais essayer d'abord de définir, en gros je vais faire dans mon introduction ma conclusion et puis après je passerai à un peu une chronologie des événements, comme ça si jamais j'arrive pas à finir, comme c'est très dense, j'aurai au moins fait la conclusion dans l'introduction. Donc d'abord, on a un problème de méthode. Qu'est-ce que c'est qu'un maker? Alors les débats sont féroces depuis des années. On n'arrive pas à mettre la main dessus, c'est ce qu'on discutait de ça en intro. Et je propose une définition qui va me permettre d'avancer sur la méthode que j'essaye de mettre en œuvre depuis le moment où je travaille sur la question. Le commun des makers, il y a une chose qui est sûre, c'est que si ça fait autant de débats, c'est que les gens sont engagés, se reconnaissent dans ce terme de manière très différente. Mais ils y tiennent. Bon, il y a beaucoup de gens qui tiennent à ce terme et qui tiennent à avoir leur mot à dire là-dessus. Et donc, quelque part, c'est un commun conflictuel, c'est un commun. Bon, en tout cas, qui fait l'objet de débat. Il y a une autre caractéristique, c'est qu'au tout début de l'apparition de ce terme, donc vraiment au tournant des années 2010, beaucoup de discours, beaucoup d'objectifs des discussions autour du terme maker, Fab Lab, etc., avaient des objectifs futurs. Donc en fait, c'était une fiction. On parlait pas de choses qui existaient déjà, mais des choses qui pourraient exister si. Et donc, c'est une fiction, mais c'est une espèce de prophétie autoréalisatrice, parce que ça a fait un petit peu l'effet d'un point focal au sens de Schelling. Bon, je l'interprète librement. Hein, s'il y a des spécialistes de Schelling dans la salle, ils m'excuseront de tirer un peu sur le concept. C'est une prophétie autoréalisatrice parce qu'à force de discuter, à force d'échanger, de débattre, de se rencontrer, d'essayer d'organiser des événements fédérateurs, la communauté a réussi à matérialiser sa capacité d'action collective au moment de la crise, en se mettant à produire de manière en apparence spontanée, mais en réalité extrêmement organisée, même si c'est pas forcément bien organisé. Hein, la question de la qualité de l'organisation, on pourra en débattre. Mais en tout cas, cette mobilisation de distribution de visières, etc., a exigé un immense travail d'organisation, de coordination. Et si je compte seulement au niveau de la petite équipe du réseau français des Fab Labs, pendant la période du confinement, on parle de 15 personnes, pas seulement à temps plein, mais 7 jours sur 7, 10 heures par jour à bosser. On commençait à 6 heures du matin et les échanges terminaient à 23 heures. Et c'était 2 mois. Et donc, c'est même pas la peine de compter les heures, sans parler du financement. Mais en tout cas, il y a eu énormément de travail de coordination qui a rendu possible ce qui s'est passé. Donc ça, c'est un petit peu la question de l'objet. La question, la frontière de ce monde, les frontières de ce monde et de cet environnement sont d'autant plus difficiles à définir et le rapport direct avec les institutions est d'autant plus difficile à caractériser que depuis 2019, les institutions ont investi activement le champ. Alors, les premiers signes d'investissement du champ se trouvent autour de 2013, avec, pour les Fab Labs en particulier, avec l'appel de la DGCIS de l'époque. Je rappelle un petit peu les chiffres. Je rentre un peu dans la chronologie. Donc en 2009, alors en 2010, il y a 10 ans exactement, le 9 décembre 2010, il y a eu une rencontre à la Cité des Sciences et de l'Industrie
présidé donc par la secrétaire d'État à l'industrie à l'époque, donc Claudie Honoré, et ayant comme principal invité Neil Gershenfeld, le fondateur du mouvement Fab Lab au MIT, du Center for Bits and Atoms. Et à cette rencontre, dont j'étais présent à l'époque, se sont rencontrés aussi les premiers fondateurs de Fab Lab en France. Donc ça, c'est 2010. En 2013, Fleur Pellerin lance un appel d'offres pour financer des Fab Labs. En 2014, le CNAM organise une rencontre qui s'appelle le Carrefour des possibles. Donc là, on sent déjà que du côté des sciences et de l'industrie, il y a des signaux faibles. Le monde universitaire s'y met. Donc il y a les travaux séminaux de Michel Lallemand et de son équipe avec Marie-Christine Bureau et Isabelle Bérébi-Hoffmann qui publient. Alors Michel Lallemand publie un livre qui s'appelle L'âge du fer. Qui relate son voyage en Californie et puis suit le livre Makers. En 2015, l'association du réseau français des Fab Labs se crée avec à la Cité des Sciences, grâce à l'aide au début de la Cité des Sciences, l'hébergement de la Cité des Sciences. Il y a les premières Maker Faire. À côté de ça, Leroy Merlin, via donc le groupe Muliez via Leroy Merlin commence à investir, le milieu finance un petit peu le début des Maker Faire qui sont accueillis en 2016 je crois au parc des expositions du Palais de Versailles, ce qui est pas tout à fait rien, en plein milieu de la foire de Paris, ce qui attire énormément de gens. On commence à y avoir des reportages télé, etc. Donc on commence à sentir une effervescence et à ce moment-là différents modèles se confrontent. Un modèle marchand avec la tentative qui avait ses vertus, qui a eu son intérêt pour le développement du mouvement, et avec le modèle Tech Shop, donc avec un modèle imaginé comme des ateliers auxquels on s'abonnerait pour louer des machines et ainsi de suite. Et un modèle associatif incarné par le réseau français des Fab Labs et tout un tas de makers indépendants et hackers indépendants qui refusent même le format associatif parce que quand même il faut pas déconner, on est des anards, excusez-moi pour l'expression mais c'est un peu ça l'idée, et donc alors ce qu'il faut comprendre dans cette affaire, c'est que la plupart des gens impliqués dans ce mouvement se connaissent, passent d'un pôle à l'autre, sont embauchés ici, mais adhèrent à telle association de l'autre côté. Enfin, il y a une perméabilité, une porosité très forte, et une certaine, à un certain degré d'uniformité sociale aussi. On est dans les premiers makers, on est dans un domaine quand même majoritairement d'hommes, mais il y a quand même des femmes, plutôt éduquées, plutôt autour de bac plus 5. On a donc dans le livre blanc des Fab Labs qu'on a édité avec donc Constance Garnier et Camille Bosquet, on relate tout ça. Donc c'est plutôt des classes moyennes supérieures, des personnes éduquées qui ont les compétences techniques nécessaires pour payer les droits d'entrée dans cet univers difficile à maîtriser pour les profanes. Mais avec souvent peu de compétences et de connaissances du système politique, des sciences humaines, de l'économie, et donc en fin de compte de compréhension du monde dans lequel ils s'engagent d'une certaine manière. Alors ça, ce constat-là, moi ça m'a permis, donc j'étais en thèse à l'époque, et je m'inspirais beaucoup des travaux d'Odile Henry, Les guérisseurs de l'économie, en particulier sa thèse donc sur la socio-histoire de la profession d'ingénieur, et j'avais fait le pari comme ça autour des années 2010 que avec l'émergence des technologies numériques allait apparaître une espèce de catégorie sociale des spécialistes des technologies numériques qui avait comme propriété d'être une classe en soi mais pas pour soi, quoi, et qu'il allait avoir tout une ratatouille d'interactions qui allait produire des formes de prise de conscience, d'apprentissage politique, de socialisation politique de la technique, pour le dire très très vite. Et donc, plutôt que de catégoriser, de travailler à catégoriser de manière fixe les participants, j'ai essayé plutôt, et nous avons essayé, mais là, ça c'était vraiment mon travail de thèse, d'essayer de comprendre comment, au contact des institutions, des cadres d'expérience, au sens de Goffman, les représentations, les stratégies et les objectifs des acteurs se modifiaient à mesure qu'ils gagnaient en expérience du champ politique, quoi. Bon, et qui se constituaient du coup en acteurs politiques. Et on va voir comment ça aboutit à la mobilisation maker de 2020.
Alors, 2018, le réseau français des Fab Labs co-organise le grand symposium international du réseau mondial des Fab Labs en France avec l'événement Fab 14. Donc là, il y a eu une espèce de putsch. Alors ma collègue Constance Garnier, qui au moment de soutenir sa thèse, expliquait comment le réseau international des Fab Labs a une stratégie de développement en s'appuyant sur un Fab Lab porte d'entrée pour chaque pays, un Fab Lab dominant dans chaque pays où tout s'articule autour et le Fab Lab dominant est en lien très fort avec le MIT. Et l'apparition du réseau français des Fab Labs a un petit peu bouleversé les plans du MIT parce qu'on a constitué un acteur collectif qui était capable en tout cas de proposer des nouvelles règles du jeu. Et en particulier pour l'organisation du Fab 14, c'est justement un rapport avec les institutions, c'est intéressant de ce point de vue-là. D'habitude, l'événement était organisé dans un seul lieu et on a imposé à la Fab Foundation de faire ce qu'on appelle un Fab distribué, donc de promener un petit peu les makers internationaux dans plein de petites villes en France où il y avait des Fab Labs, de manière à mettre un petit peu en avant des initiatives locales des membres du réseau. Donc ça, c'était 2018. 2019, suite au rapport de la mission Coworking, le gouvernement crée une association qui s'appelle France Tiers-Lieux et qui investit, qui institutionnalise, qui a comme vocation d'institutionnaliser l'écosystème des tiers-lieux. Alors, tiers-lieux, c'est différentes Fab Labs. C'est peut-être encore plus une fiction opérative qui est en train de prendre forme, parce que ça génère beaucoup d'attentes, d'espoir et ainsi de suite, mais je voudrais pas trop rentrer là-dedans. Et les Fab Labs font partie de cet écosystème de tiers-lieux. Alors, le tiers-lieu étant, selon la définition de sociologue Oldenburg, un espace qui n'est ni de la socialisation primaire ni de la socialisation secondaire, mais de la socialisation de l'ordre du loisir, donc des bars, etc. Mais la définition française du tiers-lieu, parce qu'encore une fois, le mot repartant de l'autre côté de l'océan change de sens. La définition française de tiers-lieu, c'est un peu un espace où se réinvente l'action associative de la société civile, de l'éducation populaire, des actions de solidarité locale qui essayent de se mettre en réseau. Et la meilleure image, je vais essayer de le dire très vite, mais la meilleure image pour définir l'apparition des tiers-lieux, ça serait résumé par ce que Milan Kundera, oui, 5 minutes, 2 minutes, mon Dieu, 3 minutes, ok. Ce que Milan Kundera dit dans Risible Amour, il faut que les vieux morts cèdent la place aux jeunes morts. Et c'est le fait de reconstruire des temples d'une nouvelle religion avec les pierres des anciens temples un peu délaissés, quoi. Donc il y a une espèce d'opération comme ça de reproduction et de transformation des anciens modes de solidarité qui est vraiment très intéressante à observer. Alors évidemment, il me reste 2 minutes, donc je vais sauter à la mobilisation des makers pour dire juste la chronologie. Donc j'ai grosso modo dit mes grands angles théoriques et mes conclusions. Donc la chronologie, c'est simple. Le 15 mars, le RFF émet un premier appel de mobilisation maker pour faire face à la pénurie de masques qu'on supprime tout de suite parce qu'on se dit zut, on n'a pas dit qu'il fallait d'abord faire attention aux problèmes de non-contamination, d'efficacité de ces masques. Le 18 mars, une première réunion de coordination. Le 19 mars, les groupes Facebook Visière Solidaire, Makers contre le Covid apparaissent. Le 20 mars, le RFF émet un communiqué appelant les makers à la prudence et à entrer en relation avec des autorités qui leur permettent de certifier leur processus. Le 22 mars, il y a une première réunion commune de tous ces groupes, Makers contre le Covid, Covid Initiative, etc. Le 24 mars, un courrier officiel au président de la République, au ministre de la Santé, au directeur des ARS, qui ne recevra de réponse que mi-avril, et la réponse consistant à dire « lavez-vous les mains, tenez vos distances et tout ira bien », donc pas de réponse. Le 25 mars, la question des normes commence à être soulevée. Le 27 mars, après avoir pris contact avec des médecins, en fait, donc avec c'est une manière de s'organiser complètement non officielle. Tout le monde nous disait « faites comme ça, mais je vous l'ai pas dit ». Et ne vous appuyez pas sur moi. Bon, on a eu maintenant on peut le dire parce que c'est fini. On a eu l'appui de l'armée de l'air qui a mis à disposition des moyens pour transporter des masques, etc. Mais on avait comme consigne de ne pas le dire
parce que sinon l'armée de l'air aurait comme consigne de ne plus nous aider. Donc c'était un peu, tout était, on le fait, mais surtout s'il y a un problème juridique, ça sera pas nous, donc vous vous démerdez. Bon. Donc le 27 mars, on émet des consignes générales. Le 1er avril, on fait un appel pour que les makers comptent ce qu'ils font, parce qu'ils le font de manière bénévole et que du coup il faudra absolument documenter tout ça. Le 8 avril, un communiqué de presse qui sort dans Le Monde après avoir été publié dans Makery. Le 21 avril, une tribune commune de plein d'acteurs pour la fabrication distribuée et tirer les enseignements de tout ça. Et à la fin du confinement, le gouvernement entre officiellement en jeu en sortant la question des normes. Et je vais juste finir là-dessus, comme ça après on discutera de ça ouvrira à des questions. La question des normes, c'est-à-dire qu'au début, la DGE commence à faire savoir, alors ça descend par différents canaux, que les visières de protection seront classées en EPI classe 3, équipement de protection individuelle classe 3, ce qui en gros, et que ce sera rétroactif, ce qui en gros rend illégal toutes les visières qui avaient été distribuées. On était autour de 500 000 visières distribuées à ce moment-là. Et tout ça, donc, c'était pas par la direction d'hôpital, c'était on avait telle infirmière de tel service qui nous envoyait un mail en nous disant on est 15, on a besoin de 15 visières. Bon. Donc c'était tout à fait horizontal comme mode et coordonné donc évidemment par les gens qui étaient soit dans les groupes Facebook locaux, soit à la coordination RFF, et ainsi de suite. J'ai oublié de dire qu'on avait nommé des référents régionaux, etc. Et donc la DGE, sous la pression de l'industrie de la plasturgie, menace de classer comme EPI classe 3 les visières. Et du coup, les makers, en gros, commencent à sortir de la mobilisation en se disant « Ouh là là, on va aller en tôle pour avoir voulu rendre service, alors qu'on a respecté toutes les normes qu'on s'est mis en cadre, qu'on a payé le plastique de notre poche au début, sans l'électricité et compagnie. » Après, il y a un groupe. Alors, il y a une espèce de révolte, évidemment. On fait remonter les infos. Et là, il y a un groupe de discussion qui est créé avec l'AFNOR qui grosso modo aboutit à dire que les visières qui étaient produites avant et celles qui continueront à être produites par les makers seront considérées non pas comme des équipements de protection individuelle, mais comme des équipements de protection de l'environnement, c'est-à-dire en gros qui empêchent les postillons d'atteindre autre chose. Mais en fait, surtout, ça a occupé les principales personnes qui géraient la coordination des makers qui étaient déjà à 12 heures par jour depuis 7 jours par semaine depuis deux mois. Et ben, on nous a rajouté un paquet de réunions qui ont pris énormément de temps et qui ont abouti à beaucoup de déceptions et qui finalement se servaient un peu à noyer le poisson, on va dire, je le dis très très vite, pour qu'après l'État reprenne un petit peu les choses en main et essaye de gérer le troupeau de chats. Alors je laisse, je suis désolé, hein, c'est très difficile c'est très important de décrire un petit peu le contexte général avant de rentrer dans le détail et sans compter que tout ça fait l'objet de travaux en cours et qu'on n'a pas tout à fait fini tout. Bon, voilà. Donc, je m'excuse pour le caractère un peu condensé et peut-être brouillon de la présentation et j'espère que, voilà. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Mathéi. De toute manière, on aura aussi l'occasion, dans la phase de discussion, de revenir sur les aspects que chacun voudra relancer. Et avant ça, avant la discussion, je passe la parole à Anna Sophia. Merci beaucoup, Monsieur Gilly. Bonjour à tous et à tous. Je suis Anna Sofia Costa Alvarado et je suis doctorante au CEPN sous la direction de Benjamin Curia. Et je tiens à remercier à toute l'équipe de Les Messages pour l'organisation de cet événement et à tous les collègues de la table ronde. Cette présentation fait partie d'une recherche et d'une enquête de terrain menée dans le cadre de ma thèse. Et elle présentera l'étude des cas de l'Asilo, un centre multifonctionnel de production de culture autogouverné à Naples et géré par des assemblées ouvertes à toutes et à tous, et qui est né d'une occupation. L'objectif de cette présentation est triple. D'abord, présenter un nouveau type de commun, et la notion de beni comuni, la notion d'usage civique, et on va présenter aussi l'expérience de l'asilo, histoire, parcours de lutte et pratiques et modalités, et enfin, l'impact de cette expérience dans la ville de Naples et dans l'administration publique. On va commencer sur la notion du beni comuni. Et beni comuni, on les définit comme des biens dont l'utilité est fonctionnelle à la poursuite des droits fondamentaux et un libre développement de la personne. Et cette notion a été développée par la commission Rodota, qui a été nommée en juin 2007
et par décret du ministère de Justice, elle a chargé d'élaborer un projet de loi pour la réforme des règles du Code civil et sur la notion de bien public. Et cette commission a proposé la reconnaissance du bien commun, du beni comuni, dans les codes civils. Mais en 2009, qu'elle était présentée, finalement, elle n'était pas adoptée. Mais quand même, cette notion a fait une révolution dans les contextes italiens qui a permis le développement du mouvement de bien commun en Italie, qui était suivi en 2011 par les luttes des référendums pour l'eau et après avec beaucoup d'expérimentations dans les cadres urbains. Mais aujourd'hui, je vais parler particulièrement de le cas de l'ex-asilo Filangieri à Napoli. L'asilo est né le 2 mars 2012 par une occupation d'un bâtiment par des travailleurs et travailleuses de la culture, de l'art et de spectacle vivant, en controverse contre les grandes politiques de centralisation des grands événements à la ville de Naples. Et cette occupation, c'était d'un bâtiment sous-utilisé, qui était la siège du Forum de culture, qui c'était l'administrateur de grands événements à la ville de Naples. Mais cette occupation est née au début comme une occupation symbolique. Elle devait durer seulement 3 jours. Mais au bout de 3 jours, justement, cette expérience de succession des assemblées publiques hétérogènes et ouvertes a décidé de rester en occupation dans les bâtiments, justement pour restituer cet espace à la ville. Et il y avait entre 2012 et 2015 un processus de dialogue qui s'était établi, bien sûr, à commencer avec un rapport assez conflictif avec la municipalité de Naples, mais qui justement a fini pour articuler une déclaration d'usage civique et collectif pour normer l'utilisation de l'espace. On va revenir sur la notion d'usage civique, et c'est clé sur cette présentation et sur cette expérience. Et c'était comme ça qu'à partir des pratiques concrètes d'utilisation des assemblées et de autogouvernement de la communauté, et que c'était possible de restituer, de faire la restitution d'un espace à la ville en soi. Aujourd'hui, l'asilo est un centre multifonctionnel pour la production de la culture, géré par des assemblées ouvertes à tous et à tous, et c'est aussi un commun urbain émergent. Pour donner un peu de contexte, il faut dire que cet espace, c'est un bâtiment qui c'est dans les centres historiques de Naples, qui en soi, ça fait partie du complexe monumental de les clôtures de San Gregorio Armeno. Et il y a beaucoup d'espaces parce que dedans, c'était fait une occupation pour la mutualisation des espaces et des moyens de production pour l'art et la culture. Et ça veut dire qu'il y a une production immatérielle, et c'est la majorité de ce qui se fait dedans, mais aussi une production matérielle de différents types d'activités artistiques. Et l'espace, c'était, une fois qu'il était occupé, il était aussi déclenché un processus d'autoconstruction dedans pour donner des espaces pertinents pour la création artistique. Il y a un théâtre autoconstruit, et comme je nomme là dans ma présentation, beaucoup d'autres espaces, entre une salle de cinéma qui s'était fait grâce à une activité de crowdfunding et un laboratoire des arts visuels qui aide justement à la production théâtrale pour la construction des scénographies et beaucoup d'autres espaces. Mais le principe, c'est justement un principe de mutualisation des espaces et des moyens de production. En plus, il faut dire que l'utilisation et les activités sont accessibles à tout le monde sans un prix contraignant, et les espaces deviennent en soi un mode de partage et un espace, une excuse pour l'expérimentation de différents modes de travail coopératifs qui permettent la réduction des coûts de production des différentes personnes qui travaillent dans l'espace. Et ça aussi nous permet de voir comment l'asilo, c'est un commun, en train de voir les traits constitutifs d'un commun,
que ça serait la ressource, la communauté et les modes de gouvernance. Ça nous amène à la communauté en soi. Comme on avait dit, la communauté de l'asilo, elle est ouverte. Mais quand même, il y a de différents types de personnes qui font partie de la communauté. On commence par les utilisateurs. Les utilisateurs sont les artistes, normalement, qui viennent justement à l'assemblée à demander de l'espace pour réaliser une activité artistique ou une activité de création. Parce que dans l'asilo, beaucoup de ces espaces, beaucoup de moments de création et de production culturelle se développent dans des différents moments et dans les différents besoins des artistes. Après, on a les invités. Les invités sont normalement les personnes qui jouissent les activités proposées par les utilisateurs et par la communauté en général. Ce sont les personnes qui vont aller au concert, qui vont des types de soirées. Et finalement, on a les habitants. Les habitants sont tous ceux qui participent à la vie, aux soins et à la gestion de l'asilo et qui jouissent donc de tous les droits de participer au processus décisionnel prévu dans la déclaration d'usage qu'on va mentionner un peu plus avant. Et sont les habitants aussi qui, comme on avait dit, prennent soin de l'espace. La prise de soin de l'espace, c'est central dans l'asilo parce que ça se fait de manière volontaire et ça se fait justement dans une logique ouverte et horizontale. Et après, on a l'assemblée. L'assemblée en soi réunit tous ces types de participants, les habitants, les utilisateurs et les invités, et pour partager la gestion et la gouvernance de l'espace. Et c'est justement dans l'idée d'une assemblée ouverte à tous et à tous, horizontale, que ça nous permet de dire que l'asilo fait partie d'un nouveau type de commune ouverte. Et finalement, on va aller sur le troisième élément constitutif d'un commun, que ça serait la gouvernance et la gestion. À l'asilo, au cœur de la gouvernance, de la prise de décision et de la gestion, c'est l'assemblée. Et comme on avait dit, c'est ouvert à tous et à tous, habitants, utilisateurs, usagers, personnes de passage. Et normalement, il y a des assemblées, assemblées de gestion, qui se focalisent surtout sur la logistique et sur la gestion de l'espace en termes d'utilisation de l'espace en soi. Et aussi, on a l'assemblée des gouvernances, qui c'est une assemblée avec un caractère un peu plus politique, parce que, comme on avait dit, dans l'asilo, il y a une assemblée et une gouvernance ouverte, mais elle n'est pas vraiment neutre. On va rebondir sur ça un peu plus avant. Et autour de l'assemblée, il y a des tables thématiques de programmation. Chaque table thématique de programmation, normalement, peut être liée à un espace en soi dans l'asilo. Par exemple, les tables thématiques de art scénique, c'est normalement en collaboration avec l'espace du théâtre et l'espace de la salle de répétition de danse. Et comme ça, on voit qu'il y a des différents types de groupes de travail qui se rassemblent autour des affinités et des intérêts culturels. Et il y a aussi des groupes opérationnels qui prennent soin de l'espace. Comme on avait dit, les soins, c'est au cœur de la manière de gérer et de gouverner cet espace. On passe alors à une notion très importante pour la compréhension de l'évolution de cet espace dans la ville et aussi son impact dans la municipalité et de la ville en soi. C'est la notion d'usage civique. Les usages civiques sont un dispositif très ancien qui sont une source de droit dans les systèmes juridiques italiens. C'est un droit de jouissance collective qui prend une forme normalement des biens immobiliers parce que c'était beaucoup lié à des politiques agricoles et ça donnait des droits de jouissance collective de la chasse, du pâturage, etc., qui normalement est lié à des membres d'une communauté. Et aussi, très important, les usages civiques, normalement, c'était une reconnaissance d'une sorte d'occupation illégale des terres, mais des terres qui étaient sous-utilisées ou abandonnées, mais qu'une fois que les occupants pouvaient montrer qu'ils ont apporté des améliorations substantielles et permanentes dans ce territoire,
les occupants pouvaient avoir une sorte de protection liée à la reconnaissance de l'activité d'amélioration qui sont menées sur cet espace. Et pourtant, c'est que l'asilo, la communauté de l'asilo, en train d'écrire une déclaration d'usage civique, a fait un usage créatif du droit pour mener cet antique dispositif juridique pour présenter les bénéfices que cette occupation, qui éventuellement s'est traduite dans une libération de l'espace, qui a mené sur la ville, et sur un secteur particulier de la population, que c'est le secteur artistique. Ça a donné la déclaration d'usage civique de l'asilo. Comme on avait dit, l'usage civique permet une protection d'une pratique des méthodes. On a comme méthode de décision l'assemblée par consensus et des alternatives à un système basé sur l'accessibilité, l'inclusivité, la solidarité et la coopération. Comme on avait dit, ça, c'est une pratique d'usage créatif de droit. Mais comme on avait dit aussi, normalement, l'usage dans l'asilo, même s'il est ouvert, il n'est pas neutre. Il est fondé sur la répudiation de toute forme de racisme, d'homophobie, de sexisme et de fascisme. Et il pratique une politique d'affirmation des singularités et aussi de l'inclusion de l'horizontalité. Et à l'intérieur de l'asilo, justement, comme on voit dans les slides, il avait la nécessité que la propriété du bâtiment restait publique. Parce que dans la discussion, dans ces 3 années entre 2012 et 2015, que c'était une discussion entre la mairie de Naples et la communauté, il avait la proposition, il a ressorti la proposition de la mairie de donner les bâtiments, d'adjudiquer les bâtiments à la communauté. Mais justement, ça, c'est une manière de pseudo-privatisation d'espace parce que c'est une allocation de l'espace à une communauté particulière. Mais par contre, si la communauté avait poussé pour que les bâtiments restent ouverts, c'est pour re-responsabiliser la municipalité sur la propriété de la propriété publique. Et aujourd'hui, justement, cet accord et ces revendications de la partie de la communauté a permis qu'aujourd'hui, la municipalité prend en charge de les frais d'entretien, de l'eau, de l'électricité et aussi même les paiements d'un gardien. Tous les restes des dépenses à l'intérieur de l'asilo sont prises en charge par la communauté et par les activités que se mènent dedans. Finalement, et on peut dire que cette expérience a mené une transformation importante dans la ville. Justement, la notion d'usage civique transformée dans la déclaration d'usage civique et collectif urbain qui est née dans l'expérience de l'asilo a permis qu'une série des autres espaces qui se donnaient la plupart des occupations étaient libérés et mis en disposition à la communauté. On dit plus qu'ils sont des espaces occupés, sont des espaces libérés à la ville et pour l'usage de la ville. Et même cette idée de bien commun émergent était reconnue dans les statuts de la municipalité. Cette reconnaissance a permis une transformation aussi dans l'institution en soi, parce que la municipalité de Naples a réussi à décider de créer un bureau et un service dédié au bien commun. Et aujourd'hui, il y a une assesseur qui est au service des biens communs et pour la gestion et pour le dialogue avec les autres expériences des communs à Naples. Il était aussi créé un observatoire permanent des biens communs, qui c'est un organisme citoyen qui permet l'interlocution entre les espaces biens communs. C'est formé évidemment par les personnes qui participent à la vie des biens communs napolitains et permet cette interaction et qui facilite aussi beaucoup de tramites autour de l'entretien de chaque espace. Et finalement, il y a eu aussi né dans cette expérience est lié bien profondément à l'idée de la protection des patrimoines de la ville, une consultation de l'audit citoyen qui a réussi à faire passer un décret par le conseil municipal de la ville de Naples contre le paiement de la dette injuste et pour une protection des patrimoines.
de la ville en soi. Et avec ça, les messages qu'on reçoit de Naples, c'est le fait qu'on peut apprendre beaucoup des expériences de mouvements sociaux et des réclamations des droits à l'intérieur des communs. Et c'est pour ça que la communauté de l'Asilo tient à dire que la libération de cet espace était un acte d'amour, de résistance et de lutte. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anna-Sophia, merci Mattei, merci Yankel. Concernant la dernière demi-heure, c'est un moment d'échange, de discussion. Alors, moi, personnellement, j'ai pas mal de questions et de réactions à ces exposés, mais je vais peut-être laisser les autres participants et ne pas abuser de mon privilège de présidence pour capter la parole. Donc, qui souhaite, je pense qu'il faut lever la main et lever la parole. Non, alors, je vais donner la parole peut-être au public. Je vais poser les 2-3 questions qu'on trouve dans le public et après Emmanuel et voilà pourront rebondir puisque là j'ai le chat sur le YouTube. Alors une première question qui s'adresse à Yankel Fijalkov, c'est où peut-on trouver le compte-rendu de votre enquête ou des résultats de cette enquête? Les autres questions portent plutôt sur la dernière communication. Alors, je vais essayer de les résumer parce que c'est pas vraiment des questions, mais surtout des remarques. Alors, un des auditeurs souligne que ce que raconte donc Anna-Sophia fait penser, et peut-être qu'elle pourra rebondir là-dessus, à ce qui se passe à Rome avec les abattoirs à Testaccio ou Chio, excusez-moi, mais j'ai oublié si ça se dit de cette manière-là ou pas. Alors, si vous savez ce qui se passe dans les abattoirs de Rome, si vous pouviez en dire 2 mots et de faire un parallèle avec ce que vous avez décrit sur l'asilo. Sinon, c'est beaucoup de commentaires, donc c'est difficile à résumer en termes de... Alors, une dernière question, et je m'arrêterai là-dessus, enfin, question que je traduis en question. Ce que vous avez décrit, Anna-Sophia, sur l'asilo. Aujourd'hui, dans le contexte pandémique, comment ça se passe? Voilà. Peut-être la parole à Emmanuel et Fabienne pour à leur tour une réaction avant que je ne laisse les intervenants réagir. Fabienne, tu veux commencer? Oui, moi, on est toutes les deux discutantes, on se présente. Exactement. Donc, moi, je suis Fabienne Orsi, je suis économiste, chercheuse à l'IRD. Je travaille depuis un certain nombre d'années déjà sur la question des communs. J'ai notamment co-dirigé avec 2 collègues juristes le dictionnaire des biens communs. Nous travaillons sur ces sujets-là avec Benjamin Coria, une équipe pluridisciplinaire d'historiens, de sociologues, de juristes en particulier et d'économistes bien sûr sur ces questions-là. Donc en fait avec Emmanuel on avait proposé cette table ronde et on l'avait organisée de la sorte en l'appelant les communs dans la cité avec pour idée quand même de voir comment l'approche par les communs en fait venait réinvestir la question du politique, comme vous le signaliez Frédéric tout à l'heure, c'est-à-dire vient poser la question de la réappropriation collective de la chose publique et en fait sous quelle forme, comment cela vient percuter en fait les formes de pouvoir classiques en somme tout en ouvrant sur d'autres manières de gouverner la cité à partir d'expériences et d'initiatives concrètes. Et effectivement, ces initiatives concrètes, la plupart du temps, se situant sur et dans les territoires, sont des pratiques territoriales d'ailleurs, comme vous le signifiez, pour en fait reprendre votre expression. Alors les 3 interventions sont très complémentaires, je trouve, et en même temps se situent pas forcément au même niveau. Notamment, je vais faire vite, parce que celle de Yankel est, à mon point de vue, assez intéressante à ce sujet-là. Vous parlez justement de la réduction, vous parlez de cette idée de réduction de l'espace public et d'une certaine manière sur injonction du pouvoir politique, dans le contexte de la crise sanitaire, et vous intéressez finalement à la manière dont la vie privée s'est organisée, moi je dirais plutôt, c'est-à-dire avec cette idée de réduction de l'espace public et en mettant en avant l'idée de l'organisation de micro-sociétés cohabitantes, comme vous l'avez appelé, Yankel, vous me direz si je me trompe. Et du coup, moi en tout cas, je vois ça comme
une opposition finalement du commun au public. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors que, est-ce que c'est bien ça dont il s'agit? Parce que nous aurions pu tout à fait nous intéresser dans ce contexte justement de restriction des libertés et de ce que vous appelez de réduction d'espace public, au contraire, de la manière dont cet espace public a été réinvesti par la population notamment et à des fins de solidarité, et souvent de façon clandestine. Donc on aurait pu renverser la situation, c'est-à-dire s'intéresser dans ce contexte particulier de crise sanitaire et d'injonction politique à cette réduction d'espace public en interdisant justement les interactions et à l'accès officiel à l'espace public. On aurait pu aussi s'intéresser à la manière dont finalement la population a investi la question. Donc, c'est une question que je vous pose, à laquelle vous pourriez peut-être répondre tout à l'heure. Quant à Mattei, bien sûr, votre exposé nous tenait aussi particulièrement à cœur. Mais bon, c'est vrai que vous avez dû expliquer d'une manière assez... quel était le mouvement des makers au niveau international et puis en France. Et c'est vrai que finalement... c'était peut-être un peu trop compliqué pour vous de tout de suite focaliser sur l'initiative qui nous intéressait, mais peut-être que justement vous allez pouvoir y répondre, en développer un peu plus, à savoir comment en fait finalement le mouvement des makers s'est organisé collectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, justement pour rentrer dans cette défaillance de l'État, enfin on l'appelle défaillance pour Adianti bien sûr, et comment en fait vous avez tenté en fait à partir d'une organisation collective de cet acteur tiers, de pallier ou en tout cas de proposer des solutions face à cette défaillance, en tout cas notamment à l'appel des soignants, tout particulièrement. Et on aurait bien aimé que vous nous en disiez un peu plus. Effectivement, vous avez quand même évoqué les grandes lignes, mais comment ça s'est percuté? Vous avez été très vite confronté justement à des enjeux de pouvoir et à des enjeux d'institutions publiques en place, plutôt que de vous faciliter en fait la place. Est-ce que ça aurait été légitime ou pas de le faire? De toute façon, c'est une question qui se pose. A été plutôt des freins, ou en tout cas, et de plus a repris très vite la main en mettant en avant des questions de normes, et effectivement, vous avez déjà évoqué le sujet. Quant à Anna Sophia, pour finir, bien sûr, donc je connais bien plus le sujet pour avoir effectivement travaillé sur ces questions, et d'ailleurs, notamment en collaboration avec Anna Sophia. Moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est comment, en fait, avec ce cas de l'asilo et ce qui se passe notamment à Naples, bien sûr, inscrit dans le mouvement bien plus large du mouvement des Beni Comuni en Italie, qui est très fortement lié, tu l'as peut-être pas assez souligné, Anna Sophia, mais à la fois un mouvement citoyen très fort, mais en même temps, avec une coopération aussi très forte, avec un travail de juriste en profondeur qui va notamment inventer sur le plan juridique cette notion de Beni Comuni, avec tout ce que ça signifie. Bien sûr, on ne peut pas revenir là-dessus. Et comment concrètement, ce qui s'est passé à Naples, c'est une expérimentation finalement de cette notion juridico-politico-citoyenne construite à Naples, et comment à Naples c'est en train de s'expérimenter. Et moi, bien sûr, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est en fait comment à travers ces expériences, on voit que il est possible, ou en fait, elle s'expérimente une autre manière de faire propriété publique, c'est-à-dire comment en fait, grâce à un rapport assez à la fois d'abord conflictuel, mais aussi assez étroit avec la municipalité, comme tu l'as bien expliqué, c'est pas si simple et tout ça. On est aujourd'hui dans un contexte assez inédit où effectivement des communautés d'habitants, des communautés ouvertes se sont constituées et où la municipalité reconnaît la souveraineté à l'assemblée de citoyens constitués, et donc à qui on donne le plein pouvoir pour gérer un bien de propriété publique avec ce qui est. Voilà. Donc c'était en tout cas une petite synthèse que j'avais envie de faire, et en même temps des questions que j'ouvre à tous les trois ensuite. Emmanuel. Oui, est-ce que vous voulez répondre maintenant ou j'enchaîne sur une petite synthèse ainsi que des questions? Alors, peut-être un petit tour de réaction. Qui veut commencer? Mattei, Yanken, Anna Sophia. En effet, les uns et les autres, parce qu'il est 15h12, de tenir en 3 minutes maximum pour vos réactions, de manière à ce que Emmanuel puisse réagir et que vous puissiez réagir à votre tour à sa réaction.
Oui, moi je veux bien réagir. Hein. Bon, alors où trouver ces résultats? Ben, on les dépouille petit à petit. Il y a une première vague, disons, de résultats là qui va être publiée dans pas longtemps dans Ville en parallèle. C'est un gros numéro qui s'appelle, je sais plus comment, Matériaux pour la ville de demain. Voilà. Donc dans la revue Ville en parallèle. Ensuite, pour répondre à la question de Fabienne, c'est vrai que il aurait été facile et un peu classique de voir effectivement ce redéploiement sur l'espace public. Mais moi, ce qui m'apparaissait quand même intéressant, c'était pour moi un défi sur cette question du commun, c'était de se dire bon, finalement le commun il se glisse hors de l'injonction politique lorsque l'espace public est réduit. Si je devais résumer le propos théorique, je dirais ça. Et bon, par exemple, pour donner un exemple très court, puisque je dois faire court, la part de personnes en colocation, hein, qu'on connaît pas exactement parce que les chiffres de l'INSEE sont très imprécis, etc. Mais sur du déclaratif, il triple pratiquement. Bon, et là se constitue un espèce de monde commun, peut-être imparfait, mais bon, qui se constitue quand même. Voilà. Donc c'est plutôt ça que je voulais souligner là. C'était cet espace public réduit, forcément. Hein, confinement, etc. Et le commun qui se glisse à travers les mailles de cette injonction politique, alors que justement l'espace public est très investi aujourd'hui, comme je le disais, par les technologies numériques, le 5G, compagnie. Voilà. Alors oui, et puis il y a des normes, il y a des normes qui se recomposent, ce qui fait un lien aussi avec l'autre intervention qui m'a suivi. Justement, Mathéi. Oui, c'est moi. Donc très rapidement. Sur la manière dont ça s'est organisé. Alors, bon, d'abord, mes excuses, il fallait que je fasse tout ce tableau général parce que pour dire que c'est une mobilisation qui en fait a 10 ans d'âge. Et ce qui a rendu possible le spontané et ce qui apparaît comme spontané, c'est en fait des relations qui se sont tissées pendant 10 ans, un capital confiance qui a été construit entre les acteurs et des capacités d'action collective et de coordination qui n'auraient pas pu avoir lieu sans ces antécédents. Alors, concrètement sur la mobilisation, pour le faire très très vite, il a fallu répondre à des problèmes techniques, c'est-à-dire quels sont les bons modèles de visière. Pour ça, les makers sont réunis sur le Discord de Monsieur Bidouille, de Dimitri Ferrière, un des membres fondateurs du réseau français des Fab Labs et qui est un youtubeur célèbre. Et on discutait comme ça jour et nuit en disant « Tiens, je sais que Prusa a fait un modèle de visière là-bas, qu'est-ce que vous en pensez ? Ah bah moi je l'ai fait marcher sur ma machine, mais en fait avec tel type de plastique ça passe, avec tel autre ça passe moins bien, etc. » Donc il y a eu un prototypage très rapide organisé grâce aux réseaux sociaux et grâce aux interactions avec des types qui bossent jour et nuit en laissant des messages sur des forums, etc. Truc classique de développeurs et de makers. Bon, jusqu'à aboutir à un modèle acceptable. Après, il a fallu gérer les questions d'accès aux locaux. Alors, les Fab Labs étant des établissements, la plupart recevant du public, ils ont été fermés par décret. Et alors, il y a soit des gens qui ont ouvert des Fab Labs de manière clandestine et on produit là-bas. On connaît des gens aussi qui sont allés piquer les machines dans les Fab Labs, les amener chez eux et les faire tourner dans leur garage. Tout un tas de cas de figure comme ça. On a aussi sur certains espaces, c'est très diversifié en fonction des territoires, fait appel aux maires ou demandé des espèces d'autorisations invisibles. Enfin, tout est donc en relation avec différents niveaux d'institutions. Et de manière toujours plus ou moins clandestine, en sachant que les institutions, les représentants des institutions qui ont été le plus à l'écoute et les plus souples ont été évidemment les institutions de proximité, collectivités locales, donc les maires, de temps en temps les conseils départementaux et ainsi de suite. Alors, on a eu même il y a eu même des, alors j'ai un exemple, mais c'est un exemple assez frappant. Il y a une grande société de plasturgie qui a demandé à un des labs
de leur fabriquer des moules pour qu'eux, ils puissent faire de la fabrication en série. Parce qu'en gros, ils n'avaient pas envie de s'emmerder, excusez-moi l'expression, à transformer leur outil de production. Et donc, voilà. Bon. Sur des modèles un peu sans contrat, en mode on se rend service, on est sympa. Bon, parce que vous êtes des makers, et donc vous êtes des petits rigolos. Enfin, c'était un peu spécial. Il y a eu aussi des enjeux à un moment donné quand la production était à son maximum. Il y a eu des enjeux d'approvisionnement. Donc il y a eu des questions de où récupérer du filament, le plastique transparent pour faire les visières et ainsi de suite. Et là on sait qu'il y a des acteurs économiques qui ont joué le jeu et qui ont mis à disposition leur stock, tandis que d'autres ont acheté de la matière en masse de manière à réduire l'accès au marché et donc les réserves, quoi. Il y a eu donc différentes stratégies institutionnelles. Quand je parle d'institutions, là les entreprises étant des institutions, hein, pour moi. Dans ce cadre-là. Et pour finir, il y a cette histoire donc cette mobilisation qui est donc au long cours. Elle constitue une espèce de capital symbolique, de capital social commun qui s'est matérialisé et qui est un espèce de trésor de guerre. Et on a vu même avant la fin du confinement, différents acteurs. Je rentrerai pas dans les détails, qui ont mis en œuvre différentes stratégies pour s'approprier ce capital symbolique commun. Et donc là, on est aujourd'hui même encore dans un petit jeu, parce qu'on est c'est pas non plus, mais un grand jeu de récupération du capital commun qui n'est pas fini. Et dont les questions de gouvernance sont centrales, et donc là il y a des alliances qui sont tentées, etc. Bon, j'espère avoir un petit peu précisé. Dernière chose, les relations de distribution étaient vraiment faites de pair à pair, hein, un peu comme donc Michel Bauwens l'explique. Les infirmières appellent le centre de coordination qui essaie de décentraliser au niveau le plus proche du terrain possible, et on oriente les productions. Voilà. Pour donner un exemple de récupération politique, il y a des régions qui ont financé du fil, mais ils sont tellement dépêchés d'acheter du fil et le distribuer, qui ne sont pas fait gaffe si c'était du bon fil ou pas. Et donc on a eu des retours de makers sur le terrain qui nous ont dit c'est super, on a reçu le fil, il nous a servi à rien parce qu'il était hors service, quoi, il était périmé. Bon. Merci beaucoup. Anna-Sophia ? Bonjour, ça s'entend ? Oui, très bien. Ok, merci pour les questions. Dans mon cas, pour répondre, oui, en fait, le sujet des beni comuni, des mouvements de biens communs en Italie, c'est très passionnant et c'est très intéressant. Il y a beaucoup de axes d'entrée, comme Fabienne a dit. Mais pour le moment, j'ai justement parlé de la partie du stage civique. Mais oui, c'est vrai que c'est l'articulation d'un mouvement de différents types d'acteurs entre travailleurs et travailleuses de la culture, de l'art, de spectacle, chercheurs, chercheuses, citoyens et aussi des activistes militantes. Et ça a permis une expérimentation juridique qui s'aboutit justement dans la reconnaissance des caractères de biens communs émergents et des dispositifs de la déclaration d'usage civique, que ce n'est pas la reconnaissance sur un groupe en particulier, on a une reconnaissance d'une manière d'agir. Ça veut dire que des autres espaces qui se sont revendiqués autant que biens communs émergents dans la ville peuvent faire utilisation de cet dispositif pour réclamer des droits d'autogestion et d'autogouvernement et de gestion directe. Et ça, c'est un point assez intéressant parce que pour lier avec la demande sur Testaccio, en Italie, j'avais pas parlé du réseau italien des communs émergents, et on a déjà participé à des assemblées justement avec Fabienne. Et il y a un panorama juridique assez varié en Italie qui se base pour de différentes interprétations de droit. Il y a un type de chapelle qui parle de l'utilisation des droits privés pour la protection des communs. On a la version de l'absus, qui est justement pour lier à l'activité à Testaccio. C'est fait sur les principes horizontalité, article 118 de la Constitution italienne, et qui fait le principe de subsidiarité. Mais nous, à Naples, c'est qu'on voit, c'est une action citoyenne
qui s'articule avec les mouvements sociaux et sur l'idée de l'usage civique. Et c'est une autre manière de concevoir la propriété. Et parce que la propriété reste au cœur de la discussion de l'activité citoyenne, mais aussi de la revendication des droits et de la protection du patrimoine dans la ville. Et ça, c'est pour la première question. Après, sur l'idée de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la pandémie, bien sûr, et si on le voit dans une perspective ostromienne, et on fait appel à les principes 8 de Ostrom, que c'est l'idée de j'oublie comme ça se dit en français, ça c'est nested enterprises. C'est l'idée qu'on a différents tissus que ça va s'harmoniser, c'est la polycentricité. Mais à Naples, même si aujourd'hui il y a une mairie qui c'est favorable, c'est assez favorable avec les mouvements, la région elle n'est pas favorable. Et non plus les gouvernements en soi, il y a tout un travail de médiation politique entre les uns et les autres. Et c'est vrai, comme quelqu'un a demandé dans YouTube, dans le chat, il y a un risque sur la reconnaissance parce que l'année prochaine, la mairie va changer. Et les habitants de l'asilo et des autres biens communs se posent la question si ça va bien articuler un dialogue avec les nouvelles conseils. Et sur ça, il faut seulement dire que pour l'effet pandémie, il y avait beaucoup de problèmes pour les politiques menées par la région, la région campagne. Mais les espaces bien communs sont bien sûr répondus d'une manière très solidaire à des appels, des besoins de différents types de communautés. Ils sont hébergés des espaces pour les makers, pour faire des dispositifs, comme a raconté Mattei. Ils ont fait des collectes de nourriture pour les personnes les plus fragiles, parce qu'il faut se rappeler que c'est un des espaces les plus pauvres de l'Italie. Et en plus, il y avait aussi une création artistique qui s'est menée dans les communautés pendant cette période-là. Merci beaucoup. Emmanuel, peut-être plus pour une conclusion, oui, très rapidement, tirée de ces échanges que pour des questions complémentaires. Oui, je pense qu'on n'a pas le temps de refaire un tour de table. Donc moi, je suis Emmanuel Lallemand, je suis anthropologue. Je suis absolument pas spécialiste des communs, mais je coordonne l'axe 4 de la MSH, Penser la ville contemporaine. Donc merci à tous les intervenants. J'ai trouvé ça passionnant parce que moi, qui suis pas du tout une spécialiste des communs, j'ai vu une forme de variété à l'œuvre qui échappe sans doute quelquefois à la définition du champ théorique des communs, mais qui justement peut-être a le mérite de donner à penser sur ces différentes manières de réinvestir la cité qui était l'objet de cette table ronde et d'organiser finalement la vie en commun. Une variété aussi, puisque c'était assez remarquable de voir à quel point on peut avoir depuis des pratiques très individuelles qui créent des formes de coopération visiblement minimales mais quand même réelles dans le temps de la crise notamment du Covid, à des gestions collectives assumées et qui peuvent être plus pérennes. Et puis en termes de points communs, ce que je vois, c'est ces mobilisations qui se font en situation de crise, évidemment, c'est un truisme de le dire, de défaillance de l'État qui reconfigure le lien aux institutions et notamment autour de luttes qui elles-mêmes peuvent avoir un registre varié, depuis juste une forme de mini-défiance jusqu'à vraiment des luttes politiques, c'est-à-dire quelquefois infrapolitiques ou quelquefois assumé de manière très politique. Et puis aussi, ce qui me frappe dans ces trois interventions, c'est la manière dont les communs ne sont pas une réalité en soi, mais à chaque fois un processus en train de se faire, et en tant que tel, il est à observer en train de se faire, et s'observe aussi comme des cas d'expérimentation, c'est-à-dire expérimenter des manières de faire, des manières de s'organiser. Et du coup, ça m'amène à quelque chose qui va rester pour moi une question ouverte parce que vous n'allez pas avoir le temps de répondre. C'est sur la question des méthodes, parce que moi, ce qui m'a frappé, ce qui m'intéresse beaucoup dans vos exposés, c'est comment on peut saisir ces objets-là, ces situations sociales-là. Alors, on le voit avec Mattei, c'était vraiment une sorte d'immersion et d'observation participante. Moi, je suis ethnologue, donc j'ai ce réflexe de voir ça de cette manière-là. Et c'est vrai que c'est d'être complètement immergé, mais d'avoir une perspective analytique, à quel point ça peut être effectivement heuristique pour essayer de comprendre ces mécanismes. Après, avec l'enquête de Yankel, on est dans une enquête de type quantitatif, avec un questionnaire, avec un échantillon de population. Et puis avec Anna Sophia, avec l'idée d'une véritable enquête de terrain,
qui prend cette dimension aussi, j'imagine, d'observation, d'immersion, de rencontre avec des acteurs qui ont des statuts divers. Et voilà, moi, le point aveugle de cette table ronde, mais qui, je pense, sera l'objet peut-être d'autres discussions et voire de la synthèse de demain, c'est, et je pense aux étudiants, notamment de Paris 8, qui nous ont peut-être rejoints en cours de session, qui avaient cours aujourd'hui, qu'on a invité, c'est-à-dire comment on fait méthodologiquement, à la fois quand on est un jeune chercheur, ou bien quand on est dans une posture un peu plus professionnelle, pour essayer justement d'avoir accès à ces terrains et de savoir finalement comment pouvoir les saisir, voir comment pouvoir organiser peut-être plus tard une sorte d'engagement vers des politiques publiques, puisque c'est ce à quoi ça, quelquefois il se destine. Voilà ce que m'a inspiré cette table ronde, et merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Emmanuel. On est presque dans les temps. Moi, je dirais que si on donne dans la cuisine, puisque Mathieu nous y invitait en parlant de ratatouille et d'interaction, je trouve qu'il y a un plat du Nord qui s'appelle le potier-vlèche, qui est une forme de ratatouille figée dans la gelée. Et la question, c'est sur laquelle les trois interventions ont joué, toutes les trois, c'est comment est-ce que cette ratatouille-là, elle interagit avec les formes figées. Moi, j'ai été frappé dans ce que racontait Mathéi sur les anecdotes off du fait que faites ça, mais ne dites pas que je vous aide, de la part des institutions, en disant en gros comment est-ce que dans l'interaction avec l'informel en train de s'organiser en commun, l'institution, elle est tellement elle est perturbée, mais c'est comme s'il y avait des éléments individuels de l'institution qui s'engageaient quasi à titre personnel ou à titre de micro-partie de l'institution dans la coopération, dans le commun, mais en douce par rapport à l'institution. Et je trouve que ces questions-là, alors avant que ça devienne, on a bien compris avec l'intervention de Anna-Sophia que la reconnaissance de l'institution pouvait arriver, puisqu'il y a même un bureau qui a été créé. Alors quand l'administration crée un bureau, c'est le Saint Graal, mais entre le moment où le bureau arrive et le moment où l'institution se planque pour abonder l'action du commun, je trouve que dans ces espaces, dans ces espaces intermédiaires, il y a beaucoup qui se joue dans l'ordre de comment est-ce que qu'est-ce qui vient du surinvestissement, qu'est-ce qui vient de l'efficacité liée à la coopération informelle, et qu'est-ce qu'on perd de cette efficacité de l'informel au moment où ça se fige. Dans ce que disait Anna-Sophia, notamment, on voyait très bien comment est-ce que la coopération créait une amélioration même du coût de fonctionnement, et on se demandait potentiellement comment est-ce que le moment où c'était repris par l'institution, professionnalisé, institutionnalisé au sens strict, on perdait potentiellement cette fluidité qu'apporte la coopération informelle. Bref, beaucoup de travaux à continuer. On a de fait pas mal parlé, au-delà de la cité, de la question sanitaire, parce que c'est la période, et je passe directement la parole à Anne Rasmussen, qui est la présidente de la session suivante, sur la santé comme commun, et je pense qu'on va avoir encore plein de choses super intéressantes à partager. Voilà, alors peut-être je vais juste m'intercaler pour remercier les intervenants de cette troisième table ronde, et donc pour faire le lien avec la troisième table ronde sur la santé comme commun.